9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Bonsoir à tous. C'est une zone du monde dont on avait trop vite oublié le caractère explosif. Tôt ce matin, l'attaque surprise et massive du Hamas depuis la bande de Gaza. Depuis ce matin, l'État d'Israël est en guerre. Notre premier objectif est de nettoyer la zone des forces ennemies qui se sont infiltrées. Ces forces, les voici, des commandos du Hamas qui se filment en pleine incursion sur le territoire israélien. Les combattants s'engagent maintenant dans la bataille. Allah est grand. Des victimes et des otages. Les combattants du Hamas qui filment ces images ont enlevé des hommes et des femmes, des civils et des militaires. Voilà un extrait du journal de France 2 sur ce 7 octobre, il y a un an. Charles Anderlin, justement, qui a été longtemps correspondant, quasiment 30 ans. Bonjour Charles Anderlin, non ? Oui, de 81 à 2015. Oui, correspondant là-bas, au Proche-Orient. Je dis au Proche-Orient parce que vous étiez à Jérusalem, mais vous allez tout nous raconter parce que vous êtes plus qu'un journaliste. Vous êtes un témoin de toutes ces années. Et c'est absolument remarquable dans votre livre, Le Grand Aveuglement, Israël face à l'islam radical aux éditions Albin Michel, parce que vous revenez sur toutes les dates. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de témoignages, beaucoup de repères en fait dans ce livre que ici en France, dans les écoles ou un peu partout, même dans le monde, je pense qu'on a oublié. Et ça, c'est important de les rappeler en fait. Ce livre, alors bon, c'est vrai qu'il était paru déjà il y a une dizaine d'années. 2009, et ben vous l'avez réactualisé, quoi, aussi, Charles Anderlin. Alors, je le disais, livre de témoignages, de rappels de faits sur ce conflit qui semble interminable et ingérable. Tout d'abord, peut-être votre regard, quand même, sur ce qui s'est passé il y a un an, le 7 octobre. Est-ce que c'était imaginable ce qui s'est produit? On a beaucoup déjà, évidemment, commenté, glosé autour de ça, mais quel est votre... Écoutez, j'étais en contact déjà depuis quelques années avec des Israéliens, des experts, des analystes que je considère comme des justes, qui étaient tout à fait marginaux, rejetaient la politique gouvernementale de la droite envers l'autorité palestinienne, envers Yasser Arafat. Et l'année dernière, déjà depuis des semaines, ils me disaient « Attention, le Hamas prépare quelque chose ». Il voyait sur les sites du Hamas des déclarations, des interviews. Al-Arouri, le numéro 2 du département politique du Hamas, qui dit attention, selon telle et telle vision du Coran, nous allons bientôt nous lancer dans la grande guerre. Alors on pensait effectivement qu'il allait se passer quelque chose. Salah Arouri parlait de la Cisjordanie, racontait il y a 20 bataillons en Cisjordanie, on va les combattre. C'était aussi une manière de détourner l'attention de Gaza. Et lorsque l'attaque a eu lieu à Gaza, et oui, j'ai été surpris essentiellement par l'impréparation absolue de l'armée israélienne. Ouais, c'est ça. Tsahal qu'on considérait comme l'armée la mieux préparée, en fait, peut-être au monde, avec aussi des services de renseignement débordés par ce qui s'est passé. Vous savez, lutter contre le terrorisme, c'est remonter les fonds, l'argent. Or, dès 2012, Benjamin Netanyahou, qui est retourné au pouvoir en 2009, dès 2012, il a interdit au département du Mossad, qui lutte contre l'argent du terrorisme, de s'occuper de l'argent du Hamas. La grande idée, c'est on laisse Gaza au Hamas, il faut qu'il gère ce territoire, il faut lui donner les moyens, c'est-à-dire des moyens financiers. Il y a eu l'histoire de valises d'argent, de billets du Qatar. Ça, c'était du faux, un fake. En fait, l'argent du Hamas venait notamment de Turquie et du Qatar. Le Mossad a découvert en 2014 que le Hamas avait une très importante société immobilière à Istanbul, cotée en bourse. Et Netanyahou interdit de s'en occuper. Le Trésor... Pourquoi ça peut sembler effectivement surprenant pour les gens qui ne connaissent pas toutes les implications et là-bas. Si le Hamas
gère Gaza et ne s'occupe que de Gaza, cela divise la population palestinienne et ça permet en parallèle d'affaiblir l'autorité autonome de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, aujourd'hui, les problèmes de corruption, il est totalement sur la touche, alors que Gaza se développe. D'ailleurs, dès 2007, et ça je le raconte dans ce livre, on a des analystes des renseignements militaires qui écrivent « Seul le Hamas est intéressant, il faut essayer de conclure un accord de cessez-le-feu, une Houdna, comme le Houdna selon la vision du prophète. C'est-à-dire, je ne reviendrai pas dans toutes les explications religieuses que j'essaie de donner dans ce livre. C'était la grande idée. Mais les justes, comme je les appelle, avaient parfaitement compris que l'objectif fondamental du Hamas, c'est détruire Israël. Le cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, a déclaré en 1999 qu'en 2027, Israël disparaîtra selon le Coran, selon la sourate numéro 12, et ce que le prophète avait dit et compris sur les Juifs. Or, il prépare donc cette grande offensive, entre parenthèses, en liaison avec le Hezbollah, car depuis fin 92, le Hamas et le Hezbollah sont liés par des accords très secrets. Oui, et Israël, tout ça, les autorités israéliennes, parce que vous parlez de certains experts, analystes, le savaient en fait, tout ça, bien sûr, et certains même favorisaient. Vous dites d'ailleurs que Netanyahou, il a joué avec le feu, justement. Absolument. Dès 2014, le Shin Bet, le renseignement intérieur, a présenté à Benjamin Netanyahou le plan d'attaque du Hamas des localités autour de Gaza. Dès 2014. À ce moment-là, le Shin Bet a proposé à Benjamin Netanyahou, on fait une opération et on liquide les chefs militaires du Hamas. La réponse est non. À 6 reprises, les autorités militaires et de renseignement ont proposé à Netanyahou de lancer une offensive contre les chefs militaires du Hamas. La réponse a été non. Et effectivement, personne ne comprenait que le Hamas préparait en réalité, effectivement. Il y avait même au cours des semaines précédentes des alertes qui venaient, où les officiers, d'ailleurs, la plupart de ces officiers devraient soit passer en jugement, soit effectivement être limogés. Oui, Charles Anderlin, sur un plan personnel, on va marquer une petite pause et puis vous allez y revenir, mais comment vous positionnez? Parce que vous êtes juif, mais vous êtes considéré comme étant par beaucoup d'observateurs neutres dans cette en partie neutre dans ce conflit, parce que vous êtes allé beaucoup du côté palestinien. Comment vous réussissez à tenir en fait cette position? En ne faisant aucun cadeau à qui que ce soit. Et on ne vous en fait pas non plus, parfois. Écoutez, non. J'ai été reçu chez les islamistes. J'ai fait des reportages et des films avec l'extrême droite et les messianiques israéliens. Simplement, personnellement, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Tôt ou tard, il faudra mettre en place un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Comment ce sera possible avec la colonisation énorme? Est-ce que ce sera possible quand même, certainement pas avec ce gouvernement qui est le gouvernement le plus annexionniste, le plus à droite et le plus religieux de l'histoire d'Israël. Allez, on va poursuivre avec vous, Charles Anderlin, le grand aveuglement. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h tout à l'heure. Israël face à l'islam radical, c'est aux éditions Albin Michel. Si vous voulez dialoguer, d'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio, autour de ce 7 octobre, avec Charles Anderlin, qui a écrit Le grand aveuglement, Israël face à l'islam radical. C'est un livre aux éditions Albin Michel, fortement documenté, évidemment, parce que c'est des années de connaissances, bien sûr. Parfois, il faut... on s'arrête. Moi, je l'ai relu, en fait, hier soir, avec grand bonheur. Je l'ai relu parce qu'il y avait déjà des passages en fait de 2009 il y a quelques parenthèses pour évidemment s'arrêter sur des faits qui sont particulièrement importants. Dans ces faits, évidemment, il y a le cheikh Yassine, bien sûr, qui a été en fait un point cardinal peut-être en fait de ce conflit il y a quelques années, non? Ah oui, tout à fait. On rappelle qui il est en fait, Charles. Alors, quelques secondes. Les Israéliens occupent la bande de Gaza. Donc en 1967,
Le cheikh Yassine, frère musulman qui avait fait de la prison en Égypte l'année précédente, regarde qu'est-ce qui se passe, voit que les Israéliens ne comprennent rien. C'est un frère musulman, mais de la branche la plus radicale des frères musulmans. La branche de Saïd Qutb, que Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, a pendu au Caire l'année précédente. Saïd Qutb, c'est devenu la théologie d'Al-Qaïda et de Daesh. Le cheikh Yassine est sur cette ligne. Il veut voir si les Israéliens comprennent qui il est, et il fait republier à Gaza ce qui est interdit en Égypte, c'est les œuvres de Saïd Qutb. Les Israéliens ne font rien. Il va voir le gouverneur militaire et lui explique: moi je suis pas comme les terroristes du Fatah et de l'OLP qui vous font des attentats. C'était l'époque des grands attentats anti-israéliens par l'OLP, le Fatah et le FPLP. Moi, je veux faire du social. Je veux rien du tout, aidez-moi. Écoutez, ce gars est formidable et le cheikh Yassine devient la mascotte des généraux qui dirigent Gaza. Voilà, c'est ça. C'est lui, pour bien tout comprendre, c'est lui le fondateur, en fait, du Hamas, dans les années 80, justement, et qui était un peu l'antidote, ce que vous écrivez, à l'OLP, quoi, bien sûr, quoi. Et ça, favorisé aussi, entre guillemets, par certains Israéliens, par les Américains aussi. Non, les Américains à l'époque laissent absolument faire et ne comprennent pas très bien. Les Américains sont encore persuadés que, par exemple, en Afghanistan, les talibans, c'est l'antidote contre le communisme. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est la grande vision. À l'époque, personne ne comprend le danger du fondamentalisme. Vous savez, début des années 70, le général commandant le secteur offre à la mosquée du cheikh Yassine les maillots de foot, les ballons, etc. C'était un certain Ariel Sharon. Ministre de la Défense à l'époque. Il était plus tard. À l'époque, il était responsable de la région militaire. Mais le cheikh Yassine a l'autorisation d'importer des fonds de l'étranger. Avec cela, il prend le contrôle de toutes les mosquées de Gaza. Et il commence à lancer des attaques contre les cafés qui vendaient encore de la bière ou de l'alcool. Le seul cinéma de Gaza est incendié. Les Israéliens laissent faire. Ouais, c'est ça, où c'est le grand aveuglement, c'est ce que vous dites. C'est le début, véritablement. Enfin, le début. Mais il y avait eu des conflits, la guerre des 6 jours, etc. auparavant. Et la conquête aussi de territoire, bien sûr. Mais quand même, c'est un tournant, quoi. C'est-à-dire que... 88, le cheikh Yassine tombe le masque. Et son organisation sociale, la gentille organisation sociale, la Mujama al-Islami devient le Hamas, avec dans sa charte des textes violemment anti-juifs, et le Hamas est dédié à la destruction de l'État d'Israël. Voilà, le but, c'est la destruction de l'État d'Israël, alors que Yasser Arafat, lui, souhaitait plutôt la création d'un État palestinien et la coexistence, quoi, non ? Absolument. Dès 88, la déclaration d'indépendance unilatérale par Yasser Arafat à Alger, c'est accepter l'idée de la solution à 2 États et puis renoncer déjà à la violence et au terrorisme. Et puis bien entendu, 93, l'accord entre Yitzhak Rabin et Arafat, les accords d'Oslo. Ouais. Et aujourd'hui, des années après, qui est derrière véritablement le Hamas ? On en parlait, vous avez parlé du Qatar, vous l'avez évoqué en fait tout à l'heure. Qui est derrière et qui finance ? Écoutez, d'une manière ou d'une autre, tout ça vient d'Iran, via le Qatar. Qatar qui mange à tous les râteliers, il faut bien le dire. Vous avez des bases militaires occidentales au Qatar, américaines, je crois qu'il y a même des Français là-bas. Parce que normalement, le Qatar défend un peu l'Occident, entre guillemets, parce que eux-mêmes sont impliqués dans l'Occident, c'est-à-dire en Europe ou encore, notamment en Europe, quoi. Mais ils accueillent tous les islamistes de la région, si j'ai bien compris, même les talibans. Non, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, tout cela, c'est l'Iran. L'arrivée au pouvoir d'Ayatollah Khomeini en 79, c'est la grande idée. Il n'y a pas place pour un État non musulman dans la région. C'est le rejet total de l'État d'Israël qui est considéré du point de vue religieux comme une hérésie par
les ayatollahs, par le Cheikh Yassine, par les Houthis au Yémen et bien entendu le Hezbollah. Oui, bon, on va voir dans un instant si le cessez-le-feu un jour est possible en fait de nouveau et comment faire face à la situation en fait actuelle. D'un mot aussi, ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, quand tout à l'heure vous avez dit Netanyahou a joué avec le feu, il a commis une erreur que vous situez à 2011 quand on libère plusieurs milliers, je crois, ou quelques milliers. 1027 prisonniers palestiniens, en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit. Écoutez, à l'époque, il y avait des grandes manifestations, un mouvement social en Israël, des centaines de milliers d'Israéliens sont dans la rue, les prix ont augmenté, ça a démarré avec une histoire d'augmentation du prix d'un fromage blanc très apprécié par les familles israéliennes, ça a commencé comme ça d'abord sur les réseaux sociaux, on le voit, on a 300 000 Israéliens dans la rue, et la presse internationale commence à comparer ce mouvement au printemps arabe, et on parle d'un printemps israélien, et à la présidence du Conseil, Netanyahou, qui est au pouvoir à peine depuis 2 ans, commence à avoir peur. Et si vraiment ces manifestations débarquent à Jérusalem et montent sur la présidence du Conseil. Et quelqu'un a une grande idée, vous savez quoi? Le soldat Shalit est prisonnier à Gaza depuis 5 ans. Et en plus, sa famille manifeste avec le mouvement social. On fait l'accord. Un responsable du Mossad est chargé, David Meidan, est chargé de négocier, il faut faire vite. 1027 détenus palestiniens, parmi lesquels près de 200 qui viennent de la branche militaire du Hamas. Et dans ces 200, un certain Yahya Sinwar. 22 années derrière les barreaux en Israël, il a appris l'hébreu, il a étudié la société israélienne, il a traduit des livres d'hébreu en arabe, et les responsables du renseignement de la sécurité de l'administration pénitentiaire estiment que c'est un des plus dangereux parce que lui est très intelligent. Oui, il a tout appris en étant là dans ses cellules, quoi. Absolument. Et il a eu le temps de préparer. Il est sur la liste des libérables, et un des responsables des renseignements de l'administration pénitentiaire dit non, il ne faut pas le libérer, il est dangereux. Et on lui répond, mais pas du tout. D'abord, il n'a pas tué de juifs. Il n'a tué que des Palestiniens. En effet, Sinwar a été condamné pour le meurtre de 4 Palestiniens de Gaza qu'il accusait d'être des collabos d'Israël. Il racontait d'ailleurs lui-même, c'est un tueur, Sinwar, comment il les a étranglés de ses mains. Et entre parenthèses, après sa libération, après en 2011, il a également personnellement liquidé les comptes d'un de ses rivaux au sein de la branche militaire qu'il a torturé et assassiné. On a retrouvé d'ailleurs dans les tunnels de Gaza toute cette histoire. Charles Anderlin, le grand aveuglement, on en reparle dans un instant avec vous. On a feuilletonné, entre guillemets, ces grands moments, évidemment, qui ont conduit à ce que l'on a vécu il y a 1 an. Et demain, que peut-il se passer? C'est ce que nous allons voir avec vous, même si vous n'êtes pas prophète, évidemment, mais tout de même, vous avez le regard et votre expérience sur ce conflit qui semble interminable et ingérable. Jusqu'à 10h sur Sud Radio. Et ensuite, il y aura d'ailleurs une émission spéciale aussi de Valérie Expert et Gilles Gansman. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Charles Anderlin jusqu'à 10h sur Sud Radio, mais évidemment ça continuera aussi tout à l'heure avec d'autres débatteurs chez Valérie Expert et Gilles Gansman avant ce midi aussi chez André Berkoff. Charles Anderlin, le grand aveuglement, c'est votre livre. Est-ce que, puisqu'il y a cet aveuglement, est-ce qu'on ouvre les yeux pour essayer d'aller chercher une solution politique demain sur ce conflit? Ça viendra peut-être de la communauté internationale, l'Europe et les États-Unis, lorsque Israël, qui quand même mène une guerre qui est extrêmement coûteuse en hommes, en moyens, l'économie israélienne évolue vers une crise majeure. À un moment ou un autre, il faudra que la communauté internationale s'en mêle, si on ne veut pas aller vers la guerre régionale,
une attaque israélienne sur l'Iran pourrait amener les ayatollahs, par exemple, à bloquer les détroits d'Ormuz. Et j'ai vu quelque part que cela produirait un baril de pétrole à plus de $200 et une crise économique mondiale. C'est à ce moment-là, évidemment, qu'il y aurait peut-être une mobilisation plus forte de la communauté internationale. Ce serait urgent. Vous savez, Israël ne peut continuer sa guerre à l'heure actuelle que s'il continue de recevoir les munitions, les roquettes, les bombes des États-Unis. On n'a pas d'image des avions américains qui certainement atterrissent dans le Negev, venus des États-Unis et d'Europe avec le matériel qui permet à Israël. Vous savez, rien que les interceptions de missiles tirés par le Hezbollah et même encore le Hamas qui continue à en avoir, chaque interception coûte des centaines de milliers de dollars. Il faut amener les intercepteurs. Or, on a tous les jours entre 20 et 100 interceptions, c'est énorme. Oui, Charles Anderlin, est-ce que Emmanuel Macron a commis une erreur là, en disant qu'il voulait arrêter justement de vendre des armes ? Écoutez, je ne sais pas, c'est peut-être... D'abord, je ne pense pas que la France vende actuellement beaucoup d'armes à Israël. Je ne sais pas, c'est peut-être... D'ailleurs, je crois qu'ils se sont parlé depuis, alors, avec Netanyahou, ils se sont parlé en disant qu'ils avaient eu des échanges entre guillemets amicaux. Parce qu'il y a aussi la crainte pour certains que le conflit, déjà, il y a eu des répercussions, bien sûr, d'une manière ou d'une autre sur le territoire français. Les drapeaux palestiniens dans les universités ou dans les manifestations, comment vous le percevez, vous ? Alors que vous êtes français, mais vous vivez aujourd'hui à Jérusalem. Comment vous voyez ça de là-bas ? Écoute, avec une certaine curiosité, je pense qu'une partie de ces manifestants pro-Hamas ne connaissent pas le Hamas, ne connaissent pas les textes religieux, la charte de 1988, le document explicatif publié par le Hamas en arabe et en anglais en 2017, et les slogans que l'on entend, la Palestine de la mer au Jourdain, c'est un slogan totalement anti-israélien. C'est la grande idée du Hamas dans le document de 2017, un État palestinien qui n'a rien à voir avec Israël, entre le Jourdain et la mer. Donc c'est totalement anti-israélien, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent pas que si le Hamas ou son équivalent contrôle une population, c'est la mise en place de la charia. Oui. Et Netanyahou, face à cette menace de l'islam radical, bien sûr aussi, et donc de cette volonté du Hamas, lui, est-ce que aujourd'hui, entre guillemets, évidemment, parce que c'est facile à dire assis dans un studio, il va trop loin. Il y a des milliers de victimes, quoi, bien sûr. D'abord, la guerre à Gaza qui a immédiatement suivi le 7 octobre, pendant les 3 premiers mois, c'était pratiquement une guerre de vengeance. On a, je cite d'ailleurs un grand analyste israélien, le professeur Mati Steinberg, qui dit, en amenant Israël à surréagir, et c'est le cas, les massacres de familles entières à Gaza ont amené les Israéliens, les soldats à surréagir. C'est destiné, et ça c'est la grande intelligence du chef du Hamas, Yahya Sinwar, c'est destiné à délégitimer Israël à l'étranger. Dans le monde. Vous savez, en 2014, il y a eu une guerre entre Israël et le Hamas, et à 9 reprises, Netanyahou a proposé un cessez-le-feu. À l'époque, le chef militaire, c'était Mohamed Deif. Et à 9 reprises, il a refusé. Vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'il suivait les images épouvantables des victimes gazaouis, les enfants blessés, les familles tuées sous les bombes. Toutes ces images amenaient l'étranger, des grandes manifestations pro-palestiniennes, y compris dans le monde arabe, et des manifestations anti-israéliennes. Donc dès 2014, le Hamas a parfaitement compris que toute opération israélienne sur Gaza produisait un grand nombre de victimes civiles. D'ailleurs, une parenthèse, le numéro 2 de la branche politique du Hamas, Abou Marzouk, a déclaré au début de la guerre à la chaîne Al Arabiya, qui lui a demandé « Mais pourquoi vous ne laissez pas les civils
gazaouis se réfugier dans les tunnels. Il y a quand même 500 km de tunnels. La réponse a été non. Les tunnels, c'est pour les combattants et c'est à Israël et à l'ONU de protéger les civils de Gaza. Donc c'est cela, c'est épouvantable. C'est le jeu que fait le Hamas avec sa population. Merci Charles Anderlin, le grand aveuglement. Je vous conseille en fait ce livre, Israël face à l'islam radical, aux éditions Albin Michel. On aurait pu continuer évidemment parce que vous êtes un véritable livre, vous. Vous auriez pu continuer pendant des heures à nous raconter ce conflit et vous allez continuer bien sûr sur d'autres médias. Et dans un instant, on va continuer nous aussi avec Valérie Expert et Gilles Gansman.